INA Podcast. Affaire Dominici, épisode 2. Une scène de crime en péril. Au matin du 5 août 1952, la lumière s'est levée à Lurs, dans les Basses-Alpes. La scène de crime reste silencieuse. Un couple d'Anglais et leur fille sont retrouvés morts près de leur voiture, arrêtés au bord de la route. Un mystère pour la gendarmerie locale et un choc pour la population. Dans l'épisode précédent, nous avons retracé la découverte des corps de la famille Drummond au bord de la Nationale 96 et l'arrivée des premiers gendarmes en charge des toutes premières constatations autour du campement. Mais ce n'est que le début. Ce deuxième épisode nous plonge dans ces heures cruciales où les indices se multiplient tandis que les certitudes se dérobent, alors que l'affluence des badauds et des journalistes compromet déjà la scène du crime. Et c'est là qu'entre en scène celui qui imprimera sa marque dans l'affaire, le commissaire Sebeil, venu de Marseille pour prendre la direction de l'enquête. Mais avant son arrivée, toute la matinée, les gendarmes s'affairent tant bien que mal à relever les indices et à protéger la scène de crime. Le maréchal des logis Louis Romanet et son adjoint le gendarme Bouchier sont les premiers représentants de l'ordre arrivés sur la scène de crime. En inspectant les alentours de la voiture, ils découvrent rapidement 4 douilles près du corps de la femme. Elles serviront à identifier l'arme du crime. 2 ont été percutées, les 2 autres sont intactes. Pour Romanet, il s'agit là d'un premier indice de taille. Les munitions proviennent d'une arme automatique américaine. Il en est certain. Pourquoi cette certitude ? Parce que ces armes de guerre, il y en a beaucoup en Provence à cette époque. D'abord, la région a été inondée de matériel américain au moment du débarquement de Provence, en août 1944. Beaucoup de ces armes sont restées sur place lorsque les troupes alliées sont reparties. Ensuite, parce que les résistants du maquis de Haute-Provence, qui se cachèrent notamment du côté de l'abbaye de Ganagobi, très actifs durant la Seconde Guerre mondiale, ont également reçu des parachutages d'armes américaines pour lutter contre l'occupant. Après la libération, toutes ces armes n'ont pas été restituées aux autorités, malgré une obligation légale. Certaines vont être cachées, conservées ou revendues. D'autres, simplement abandonnées dans la nature. Résultat, au début des années 50, il est très courant de trouver des carabines américaines dans les fermes ou les greniers. Le maréchal des logis poursuit son investigation. Il remarque un autre indice. Des empreintes de pas qui partent du corps de la fillette. Elles semblent avoir été faites par des chaussures à semelle de crêpe. 3 trous au talon, 5 dans la semelle. Des empreintes assez nettes car le sol est sablonneux. La pointure, 42,5. Les gendarmes les protègent avec des branchages. On s'en occupera plus tard. Ils remarquent aussi des taches de sang près d'un chêne, situé à 6,50 m à l'arrière de la voiture, et d'autres sur la route nationale. Elles permettent de déduire que Sir Drummond a tenté de s'enfuir avant d'être abattu. Dans les années 1950, les téléphones sont rares et Louis Romanet doit repartir à Lurs pour transmettre ses premiers éléments à ses supérieurs. Il quitte la scène de crime, laissant le gendarme Bouchier seul. Arrivé dans le bourg, il en profite pour demander au médecin, le docteur Dragon, de se rendre sur place pour procéder aux premières constatations sur les corps des victimes et déterminer l'heure de la mort. Du côté de la scène de crime, le gendarme Bouchier a bien du mal à refouler les curieux de plus en plus nombreux. À son retour de Lurs, le maréchal des logis Romanet recueille le témoignage de Gustave Dominici, qui est resté à proximité, et lui demande s'il a remarqué quelque chose de suspect la nuit précédente. Le fils Dominici lui raconte avoir aperçu les Anglais la veille vers 20h, 20h30, alors qu'il partait inspecter son champ inondé.
La famille semblait se préparer pour la nuit. Gustave signale également à Romanet que vers 23h30, des inconnus sont entrés dans la cour de la ferme avec un sidecar. Selon lui, il s'agissait d'un couple qui parlait une langue étrangère qu'il n'a pas comprise. Personne n'est sorti pour leur parler. Les intrus sont repartis. Cette version est confirmée par son épouse Yvette, 20 ans plus tard, dans l'émission Les Dossiers de l'écran. Voilà comment elle décrit cet épisode à l'animateur Joseph Pasteur. Vous dites, madame, qu'il y a 2 étrangers qui sont venus dans la cour de la ferme. 2 ou 3, une moto, un sidecar. Vous les avez vus, personnellement? Nous les avons vus. Vous? Oui, et ces gens parlaient probablement anglais. De toute façon, ils parlaient étranger. Oui. La femme riait. Il y avait une femme? Il y avait une femme. Et personne chez vous n'a bougé, là? On n'a pas pris... Non, parce qu'on n'avait pas l'impression que ces gens avaient besoin de quoi que ce soit. De toute façon, la moto est repartie, n'était pas en panne. On aurait compris qu'il puisse se faire quelque chose pour eux. Vous croyez que votre beau-père, s'il avait entendu ces gens-là, n'aurait pas pris son fusil? Non, il pour les a dire qu'est-ce que vous entendus. foutez chez moi? Il les a entendus, le chien a aboyé. Il n'y a qu'un palier qui sépare les portes des chambres. Il a tenté de faire taire son chien. Mais personne n'est sorti. Pas plus Gaston, votre beau-père, que Gustave, votre mari? Non, personne n'est sorti. Vous êtes formé. Après l'incident du sidecar, Gustave Dominici raconte au maréchal des logis Romanet que tout le monde serait retourné se coucher à la ferme. Au gendarme en chef, il confirme ensuite avoir entendu, vers 1h du matin, 5 ou 6 coups de feu. Les chiens ont aboyé, mais une fois encore, personne ne sort pour voir ce qui se passe. Ni les parents Dominici, ni Gustave, ni même Yvette. En 1980, dans la même émission, Yvette maintient cette version et tente d'y apporter une explication logique, comme pour justifier cette absence totale de curiosité au cœur de la nuit. Non seulement personne n'est sorti de la Grande Terre, nous ne pouvions pas imaginer que si près de chez nous se passe un drame aussi horrible. Nous avons entendu des coups de feu, c'est vrai, mais nous ne pouvions pas distinguer d'où ces coups de feu venaient exactement, et nous ne savions pas que les gens que nous avions aperçus tard le soir pourraient coucher là alors qu'il n'y avait pas de toile de tente, il n'y avait rien qui puisse nous faire penser que ces gens allaient passer là la nuit. Alors, madame... Donc quand les coups de feu ont éclaté, nous avons été réveillés par des coups de feu, mais c'est tout. Et il y a plus de 100 mètres. Ce manque de curiosité des Dominici après les coups de feu, un comportement pour le moins déroutant, a longtemps intrigué les enquêteurs comme les journalistes qui se sont penchés sur l'affaire. Parmi eux, Jacques Chaput, alors reporter à François. En 1980, présent dans l'émission, il interroge Yvette Dominici pour tenter de comprendre cette étrange inertie. Remarquez, si vous étiez mis à la fenêtre, vous auriez vu passer le rôdeur. Mais fallait-il que je sache qu'il y a un crime? Enfin, quand il y a des coups de feu, tout de même, moi je ne sais pas. Vous savez, c'est un réflexe naturel. Lorsque Monsieur, j'avais 20 devant ans. chez moi on tire, J'avais 20 ans et nous habitions la regarde. campagne. Hum? J'avais 20 ans et nous habitions la campagne. Oui, je sais. Où Vous étiez avec votre mari. Ben oui, mais où nous serions allés promener dans la campagne? Non, mais vous Chercher mettiez quoi? à la fenêtre. Et nous nous étions mis 2 heures plus tôt, à 11h. Quand des étrangers sont venus dans la cour de la ferme, là, nous nous sommes mis à la fenêtre. Mais au coup de feu. Et au coup de feu, on voit rien. Après cette nuit mouvementée, c'est Gustave qui découvre le premier le corps de la fillette. Son récit à chaud, recueilli par le maréchal des logis Romanet le matin du crime, suscite lui aussi des interrogations, résumées par maître René Floriot, l'un des avocats de Gaston Dominici dans l'émission de télé Aujourd'hui Madame, en 1972. On interroge Gustave Dominici, on lui dit « Mais comment avez-vous découvert cet horrible crime ?» Il dit « C'est très simple, j'allais vérifier un éboulement qui s'était produit effectivement sur la voie ferrée du fait qu'on avait arrosé un champ trop abondamment, et c'est en allant vers cet éboulement que j'ai vu cette petite fille inerte. » Le matin du crime, à 8h30, le médecin de l'URSS, le docteur Dragon, arrive sur les lieux.
il procède aux premières constatations sur les corps des victimes. C'est au moment où le docteur Dragon examine les corps que s'avance, près de la scène du crime, le maître de la Grand-Terre, Gaston Dominici. À 75 ans, appuyé sur sa canne noueuse, l'homme a fière allure. Sa chevelure blanche, épaisse, dépasse d'un large chapeau de feutre. Sa moustache fournie et son pantalon de velours, maintenu par une ceinture nouée autour de la taille, lui donnent l'allure d'un patriarche de la vallée. Le vieux Dominici impose le respect. Aux gendarmes, il raconte qu'il vient tout juste d'apprendre le drame. Comme chaque jour, il s'est levé à 4 heures du matin pour conduire ses chèvres au pâturage, son chien Dick trottant à ses côtés. À 4h30, il a quitté la ferme en direction de Ganagobi, c'est-à-dire dans la direction opposée au campement des Anglais. Il assure n'avoir rien vu. Lui aussi dit avoir entendu des coups de feu dans la nuit, sans s'en inquiéter, tout comme le reste de la famille. On lui montre d'abord les corps des parents. Un gendarme lui signale ensuite la présence d'un 3e corps, un peu plus loin, celui d'une fillette. Sans que personne n'y trouve à redire, Gaston se rend seul près du corps. Il revient quelques instants plus tard et demande qu'on dépose une couverture sur l'enfant, car les fourmis commencent à lui courir sur les joues, explique-t-il simplement. Il est 9h30 lorsque le juge d'instruction de Digne, Roger Périès, arrive enfin sur les lieux accompagné du procureur Sabatier. Plus de 3 heures se sont déjà écoulées depuis l'annonce du triple meurtre aux gendarmes d'Oraison. Avec eux se trouve le commandant Albert de la gendarmerie de Fort-Calquier et plusieurs de ses hommes. Leur mission est désormais claire, sécuriser la zone et préserver ce qu'il reste d'indices. Mais à cette heure avancée de la matinée, la tâche s'annonce difficile. Autour de la scène de crime, il y a déjà beaucoup trop de monde. Des voisins, des curieux, des habitants de Lurs venus voir ce qui s'est passé, et même les premiers journalistes. Parmi eux, Yves Tellem, correspondant du Provençal, dépêché sur place dès l'annonce du drame, se souvient de la rapidité à laquelle la nouvelle se diffusa. Quand il arrive un coup comme ça, dans un patelin comme les nôtres, combien d'habitants, 600 habitants, 700, 800 habitants, alors ça s'est transmis, c'est comme une traînée de poudre, hein. Évidemment. Alors de suite, on a été au courant qu'il s'était passé quelque chose à Lurs. On ne savait pas tout quoi, pas tellement ce que c'était. Et puis dans la journée, on a appris qu'il y avait eu 3 morts. Les correspondants locaux commencent à fureter aux abords de la voiture et prennent les premiers clichés. Mario Ansaldi, qui était jeune photographe, faisait également partie des journalistes sur place. J'avais 19 ans, j'étais lycéen, j'étais en vacances. Et André Hugues, qui était correspondant du journal Le Méridional, à Péruy, vient me chercher à 8h du matin. Il me dit, il faut que tu viennes avec moi parce que j'avais l'habitude, il me faisait faire des photos pour le journal de temps en temps. Il me dit, il y a eu un crime à Lurs, tu me feras des photos. Alors on est partis, tous les deux, en voiture. Là-bas, on est arrivé là-bas, il y avait un monde de fous. Je me rappelle, il y avait un monde de fous. Moi, j'ai vu le corps du père Drummond qui était allongé au bord de la route avec le lit de camp par-dessus. La mère et la petite, non, je ne les ai pas vues parce qu'il y avait une couverture, mais en fait, c'était atroce et j'ai tellement été impressionné que je n'ai pas fait de photos. Parmi les curieux, les Dominici restent en retrait. Gustave observe la scène, tandis que Gaston, adossé au vieux mûrier qui domine le terre-plein du drame, contemple l'agitation en tirant calmement sur sa pipe. Un autre membre de la famille dont on entendra beaucoup parler par la suite a rejoint le groupe. Roger Perrin, dit Zézé. Fils de Germaine, l'une des filles de Gaston, ce petit-fils de Gaston âgé de 17 ans et neveu préféré de Gustave, vit à La Serre, une ferme située à quelques kilomètres de là. Volubile, remuant, il virevolte autour de la scène de crime, allant jusqu'à proposer son aide aux gendarmes lors des prises de mesure. Un comportement qui agace fortement Gaston, au point qu'il finit par lui ordonner de déguerpir. Au milieu de cette agitation, les 2 gendarmes de Lurs peinent à préserver la scène du crime intacte. Tout ce petit monde attend désormais l'arrivée de celui qui doit prendre la direction de l'enquête, un commissaire de la 9e brigade de police mobile de Marseille, prénommé Edmond Sébeil. Lui et ses hommes arrivent aux alentours de 13h30. Yves Tellem,
le correspondant du Provençal s'en souvient. C'était assez confus, il y avait du monde un peu de partout, parce que la gendarmerie avait laissé apporter les gens des cadavres, il avait laissé promener tout le monde, il y en a qui partaient, qui étaient allés voir la gamine. Enfin. Et là, à partir de là, quand Sebeil est arrivé, l'après-midi, évidemment, ça a un peu jeté le front entre la gendarmerie et la police judiciaire. Ouais. Edmond Sebeil, l'un des 2 seuls enquêteurs disponibles en cette période de vacances estivales. Lui-même s'apprête à partir en vacances quelques jours plus tard, des congés d'été qu'il lui sera impossible de prendre avant de longues semaines. À 45 ans, le commissaire Sebeil est un bon enquêteur. Fils de policier lui-même, il est entré dans la police à 23 ans et bénéficie d'une solide expérience, avec 14 enquêtes résolues sur 18. Il se vante volontiers de son intuition et de son instinct de fin limier. Il est 13h30 lorsque Sebeil arrive enfin sur le lieu du crime, accueilli par le juge d'instruction Périès, des plus glaciales. Si Sebeil arrive si tard à Lurs, c'est parce qu'il a perdu beaucoup de temps à réunir 4 enquêteurs, et non pas 2 comme le raconte Jacques Chaput. Vacances oblige. Il lui a encore fallu traverser tout Marseille pour faire le plein des 2 tractions avant, puis emprunter les routes sinueuses des Basses-Alpes pour arriver à Lurs, situé à une centaine de kilomètres. Le commissaire Sebeil, en plus d'être un bon policier, possède un autre avantage. C'est un méridional. Il connaît très bien le monde rural et parle le provençal. Un atout qui lui servira au cours de son enquête. Mais ce qu'il ne sait pas encore ce 5 août 1952, c'est que cette affaire qui débute comme un fait divers va devenir l'affaire de sa vie. Dans les éditions du soir, les lecteurs le découvrent en photo. C'est un homme de taille moyenne, le teint basané, les cheveux noirs et gominés, tirant constamment sur un fume-cigarette qui deviendra bientôt aussi célèbre que la pipe du commissaire Maigret. Écoutons-le, interrogé pour les 20 ans de cette affaire dans le magazine télé « Aujourd'hui, Madame ». J'ai été amené à m'occuper d'un crime qui avait été découvert à Lurs, dans les Basses-Alpes. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé une voiture qui paraissait abandonnée en bordure de la route nationale, avec des valises, des objets éparpillés tout autour, et dans les parages, d'un côté de la route, il y avait le cadavre d'un homme, à proximité de la voiture, le cadavre d'une femme, et à 80 mètres là, en bordure de la Durance, le cadavre d'une femme. Sa préoccupation première est de circonscrire la zone et d'éloigner les curieux, notamment les journalistes régionaux qui prennent tranquillement des clichés des cadavres et de la voiture. Une pagaille très bien décrite par Jacques Chaput. Quand il arrive le lundi après-midi, il s'occupe de beaucoup de choses, puisqu'il est obligé de reconstituer l'affaire, puisque lui, quand il est arrivé, il y avait déjà tous les gendarmes qui piétinaient, etc., qui rentraient dans l'île Man, et même un gendarme s'est enfermé et monté dans l'île Man pour voir si c'était pas un vol ou autre chose, et la porte s'était fermée, et c'est Gustave Dominici qui a ouvert la porte et libéré de l'île Man le gendarme. Sebeil prend le temps de se familiariser avec l'environnement et les différents éléments découverts par les gendarmes d'Oraison. Le commissaire le sait, plus le temps passe, plus le risque augmente que des traces et des indices disparaissent ou soient détruits. Une voiture laboratoire de l'identité judiciaire, l'équivalent de la police scientifique d'aujourd'hui, arrive sur place peu avant lui. Les techniciens procèdent au relevé d'empreintes, des relevés qui n'apparaîtront pas dans les comptes rendus du commissaire, ce qui lui sera reproché plus tard. Les taches de sang découvertes plus tôt sont également prises en photo, ainsi que les traces de pas et de semelles protégées par les gendarmes, mais qui seront jugées inutilisables. D'ailleurs, Sebeil n'y prête pas vraiment attention. En revanche, il examine le lambeau de chair découvert à l'arrière de la voiture, les papiers, ainsi que la petite somme d'argent retrouvée. Ce qui l'incite à penser lui aussi que le vol a pu être l'un des mobiles du crime. Les gendarmes lui remettent ensuite les 4 douilles qu'ils ont découvertes à proximité de la voiture. Comme eux, il déduit qu'elles proviennent d'une carabine automatique et que le tueur ne savait pas s'en servir, car il a tiré coup par coup, en réarmant à chaque fois, comme pour un fusil ordinaire. Une inexpérience qui pourrait permettre à Sebeil de confondre l'auteur du meurtre à l'avenir.
Il fait le compte. 2 balles pour l'homme, 3 pour la femme, plus une qui s'est écrasée sur le parapet. Cela fait 6 cartouches tirées. Or, on a retrouvé 4 douilles, dont 2 non percutées. Il manque donc 4 douilles. Où sont-elles passées ? Quelqu'un les aurait-il ramassées ? Sebeil se fait tracer un plan des alentours, puis fait un rapide repérage à la ferme de la Grand-Terre pour constater que la seule fenêtre orientée vers la scène du crime ne dispose pas d'une vue dégagée. Il examine ensuite les corps des parents, puis se fait conduire près de l'enfant. Un moment clé de son enquête qu'il racontera 20 ans plus tard dans le journal parlé de France Inter. Et je crois que je n'oublierai jamais le moment où je me suis agenouillé auprès du corps ensanglanté de la petite Elisabeth Drummond. Des cadavres en 30 ans de police, j'en ai vu des dizaines. Mais, penché au-dessus de cette petite fille massacrée, j'étais bouleversé. C'est à cet instant que je me suis juré de retrouver son assassin. Sebeil examine la plante des pieds de la fillette et note dans son rapport qu'elle est marquée par de légères traces d'empreintes de cailloux, à l'exclusion de toute égratignure. Il en déduit qu'elle a tenté d'échapper à son meurtrier en courant pieds nus dans la garrigue. Ce point est en contradiction avec les conclusions que fera le docteur Dragon dans son rapport. Lui n'a constaté ni poussière, ni égratignure et en déduit qu'elle n'a pas couru, mais qu'on a certainement déplacé son corps. À 16h, les corps des victimes sont enlevés pour être transportés à l'hôpital de Fort-Calquier pour autopsie. Sebeil décide de s'y rendre, laissant pour mission à ses hommes de recueillir de nouveaux indices et de rechercher l'arme du crime, en commençant du côté de la Durance où le meurtrier aurait pu la jeter. Avant qu'il ne parte, 2 éléments sont portés à sa connaissance. Un gendarme lui amène un éclat de crosse retrouvé sous la tête de la fillette. Le meurtrier a frappé l'enfant avec une telle force que la crosse du fusil s'est brisée. L'inspecteur Girolami, qui s'est rendu à la Grand-Terre, l'informe d'un fait suspect, comme le relate le journaliste Jean Laborde, auteur de Un jour d'été à Lurs, dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel. C'est ainsi que, les premiers jours, un inspecteur est venu trouver Sebeil et lui dit « Dites donc, commissaire, c'est intéressant, dans la cour de la ferme de la Grand-Terre, il y a un pantalon qui sèche. » Vous voyez, c'est intéressant, il faut le saisir. Et le commissaire Sebeil, qui avait effectivement 20 choses à penser puisque l'enquête commençait, a dit « Écoutez, on verra ça plus tard, faites autre chose. » Et bien évidemment que le pantalon a disparu. Bon, première erreur. Interrogé par l'inspecteur, Gaston Dominici affirme que le pantalon appartient à son fils Gustave. Interrogé à son tour, le fils assure pour sa part que le pantalon de velours appartient à son père, Gaston. Informé, le commissaire ne prête pas attention à cet élément relevé par son collaborateur. Il écrira dans ses mémoires « Il s'agit là d'un détail qui apparaît flou dans ma mémoire. » À qui appartenait ce pantalon ? Pourquoi avait-on pris soin de le laver si rapidement ? Ces questions resteront sans réponse. Et que dire des traces de semelles relevées plus tôt dans la matinée ? Elles auraient pu orienter l'enquête, mais elles étaient déjà trop abîmées pour être exploitées. Autant de ratés qui pèseront lourd par la suite. Maître Floriot, l'un des avocats de Gaston Dominici, reviendra d'ailleurs longuement sur ces manquements lors d'une conférence en 1958, soulignant combien ils ont compromis la recherche de la vérité. Le commissaire Sebeil est chargé de l'enquête. Et il va, il faut bien le dire, négliger 2 éléments qui, à mon avis, étaient capitaux. Le premier élément, un pantalon, avait été lavé fraîchement et séché, pendu à une corde à la Grand-Terre. Pourquoi l'avait-on lavé ? Peut-être pour faire disparaître des taches de sang. Il était intéressant de le saisir. Un inspecteur voulait le faire, le commissaire l'en dissuade. Et le prie de s'occuper d'autre chose. Deuxième élément. On avait trouvé sur le sol des traces faites par des pas d'hommes. Les chaussures que portait cet homme étaient à semelle de crêpe. Manifestement, il y avait une caractéristique. 3 trous au talon, 5 trous à la semelle. On aurait pu rechercher systématiquement, et à la Grand-Terre et dans le voisinage, si l'on trouvait,
Une paire de chaussures analogues, identifier le propriétaire, on ne l'a pas. L'enquête démarre à peine et déjà les pistes s'effacent, les indices disparaissent. Mais pour le commissaire Sebeil, une idée s'impose. Retrouver l'arme du crime au plus vite. À ses yeux, elle seule le mènera au coupable. Dans le prochain épisode, la carabine va effectivement être retrouvée et le commissaire marseillais va rencontrer pour la première fois Gaston Dominici, le patriarche taiseux dont les accès de violence semblent toujours possibles.